Alors effectivement, aujourd'hui, je vais parler de programmation multiplateforme et plus les outils liés à l'environnement de développement qui nous permettent de faire du développement multiplateforme. Donc ce que je veux dire fonctionne pour RedStudio, pour Delphi et pour C++ Builder. Allons-y. Donc il y a trois points importants, le concepteur de fiches, l'aperçu multipériphérique et LiveExpress, qui sont trois fonctionnalités fournies par Embarcadero avec les outils qu'on a. Petite présentation rapide, bon je vais passer là-dessus, hein, on commence à se connaître. Donc je fais de la formation et de la prestation de services. N'hésitez pas à me contacter soit sur le site de la société allsoftware.fr qui est ma SRL, soit par l'intermédiaire du blog développeur-pascal.fr. Les versions Delphi on sait, et par rapport aux webinaires, vous les avez tous sur vassure.fr/webinaire Delphi. Donc si vous voulez revoir ceux qui ont été les précédents ou les dates des suivants, n'hésitez pas à vous rendre sur cette adresse-là. Il y a aussi les téléchargements des présentations et des sources, des exemples. Donc petit rappel des liens, évidemment ce PDF là vous l'aurez aussi en téléchargement depuis le blog. Allons-y. Donc pour travailler avec Delphi, alors je vais parler Delphi, ça fonctionne donc avec C++ Builder et RadStudio. Mais là la démo je vous la fais sur Delphi parce que c'est quand même mon outil principal, puisque je fais essentiellement du Pascal. On a deux possibilités quand on travaille avec Delphi, c'est de faire de la VCL pour Windows ou d'utiliser FireMonkey pour faire du développement multiplateforme pour Mac, Windows, iOS et Android. Quand on est dans un environnement Windows pur, on fixe la taille des fenêtres. Parce qu'en général, on sait pourquoi on développe, on sait que les utilisateurs ont du 1024 par 768 ou plus grand, et on fixe nos écrans en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Sur les mobiles, le problème est différent. C'est que quand on exécute une application sur un smartphone ou sur une tablette, elle est par défaut en plein écran, et au moment du développement, on ne sait pas quelle taille ont les périphériques de nos utilisateurs. Donc on va être obligé de préparer la taille des écrans en fonction de ce qu'on estime être la taille la plus courante, ou en utilisant des systèmes d'ajustement. Donc par rapport aux ajustements eux-mêmes, on en reparlera sur le prochain webinaire en fin mai, le 28 si je ne me trompe pas, et sur le suivant où je parlerai du même principe mais pour la VCL. Là je vais me concentrer sur les outils liés à l'environnement de développement. Donc le premier c'est évidemment le concepteur de fiches, l'emplacement sur lequel on pose tous nos composants et qui nous permet de voir un petit peu ce qu'on fait, où on les positionne et comment ils s'agencent les uns par rapport aux autres. En VCL pur, normalement, on a juste des histoires d'alignement et de marge. En FireMonkey, on peut aussi les déplacer par rapport à des layouts et empiler les layouts pour obtenir un certain type d'affichage. Alors justement, je finirai la présentation par quelques exemples. Donc là, c'est ce que je viens de dire, donc pas de rajout là-dessus. On va passer directement au concepteur de fiches. Donc il y a deux points importants sur le concepteur de fiches FireMonkey. Le choix d'un style par rapport à la plateforme et le choix de la taille d'écran. Allons-y. Ici. Donc là, je suis sur la 10.3.1 de Delphi Rio en version entreprise, hein, mais ça ne devrait pas changer pour vous si vous êtes sur les autres versions, que ce soit la Community, Pro ou Architect. Hop, je lance une nouvelle application multipériphérique. Voilà. Et je l'enregistre. Alors, il est parfois un peu lent parce que je suis sur une machine virtuelle sur Mac, parce que je m'en sers aussi pour faire du développement d'applications mobiles pour iOS, et on est obligé de passer par un Mac, donc j'ai tout sur la même machine, ce qui peut générer parfois des petits ralentissements que vous n'auriez pas sur un PC de bureau classique. Donc je vais enregistrer le projet vierge, nouveau dossier. Alors pour cette présentation, vous n'aurez pas de source de démo, puisque là je ne vais rien utiliser de particulier. Je vais juste mettre les habituels labels T-Edit et boutons sur l'écran. Voilà. Je les positionne tous les trois en top. Alors avec FMX, il y a plus d'alignement que sur la vaisselle, comme vous pouvez le voir. On n'a pas juste gauche, droite, haut, bas et centré. On en a beaucoup plus, parce qu'en fait ça dépend de la plateforme. Et donc là, si je fais un on-click sur le bouton, je vais juste faire un show message de mon edit 1.txt.
texte. Un petit CTRL-D pour la mise en forme, voilà. Ok, donc là j'ai une application qui va se lancer normalement sous Windows. Voilà. Donc là, dans l'éditeur en configuration par défaut, on peut choisir la plateforme ici. Donc c'est la plateforme vers laquelle on compile. Et on peut la choisir aussi ici. Avec éventuellement, là par exemple sur Android, des configurations de compilation différentes, magasins d'applications ou directement. Dans le concepteur de fiches lui-même, on peut choisir aussi un style par rapport à la cible de compilation. Donc là, j'ai un écran pour Windows, il apparaît comme s'il était, comme il devra apparaître quand on sera sous Windows. Si par exemple je veux compiler mon programme sur macOS, voilà la tête qu'il aura. Donc les boutons sur Mac, ils ne sont pas avec un fond gris, mais avec un fond blanc, par exemple. Sur iOS, il n'y a plus de matérialisation des boutons depuis iOS 7, ce que je regrette beaucoup, mais ça passons. Maintenant, c'est juste du texte en bleu qui indique que c'est censé être cliquable. Et sur Android, on a un trait, et par contre, le champ de saisie, c'est juste un trait horizontal en souligné. Donc là, grâce à ça, on peut voir quelle tête aura la fiche telle qu'on va la compiler. Évidemment, à ça, on peut rajouter un stylebook, qui sont les styles gérés par Delphi pour FireMonkey. Donc là, je vais le rattacher à la fiche. Ici. Il est où? Voilà. Et donc, je vais aller chercher un style dedans. Alors, contrairement à la vaisselle, les styles pour FMX sont sous forme de fichiers à part. Ils ne sont pas mis au niveau des outils des options de projet. Par contre, je sais évidemment pas où je les ai stockés sur mon ordinateur. Reviens là. Ok, donc je vais prendre ceux qui sont fournis en direct. Donc c'est dans ces programmes files, Embarcadero, Studio 20 et normalement style. Ou alors redistribution et style. Je suis sur FireMonkey, donc je choisis FMX et je vais prendre n'importe lequel, donc Groupie. Voilà, j'aime bien celui-là pour les présentations. Donc ce style-là embarque rien de particulier en par défaut, parce que c'est un vieux. Du coup, il devrait s'afficher pour toutes les plateformes. Donc là, voilà, j'ai mon style qui s'applique sur Mac, sur Windows, sur iOS et sur Android. Évidemment, si je compile l'application pour l'une de ces plateformes-là, elle devra avoir la même tête que ce qu'on a dans l'environnement. Donc ça, c'est la première chose, c'est pouvoir voir en conception à quoi ça correspondra, enfin, quelle est la tête des écrans quand on sera sur les différentes plateformes. On a une autre possibilité, c'est de pouvoir définir nous-mêmes la taille des fiches. Donc là, par exemple, on est en vue maître, donc c'est la principale, c'est celle sur laquelle on rajoute ou on supprime des composants, et c'est aussi celle dans laquelle on gère l'empilage des composants, avec la vue structure notamment pour les parents et enfants. Grâce à la vue ici, on peut aller changer de taille d'écran. Donc là, par exemple, j'ai pris un iPhone 3,5 pouces, et donc j'ai ajouté un deuxième DFM. Dans celui-ci, je peux déplacer les composants pour que quand on compile vers iOS pour un écran qui aura la même taille qu'un iPhone 3,5 pouces, on se retrouve avec cet agencement des composants. Donc là, je peux inverser les deux, par exemple. J'ai mon label, mon bouton, mon texte, et quand je reviens en vue maître, j'ai toujours le label, alors là on les voit moins, je vais virer le style, l'edit et le bouton. Hop, suppression du style, histoire de revenir à un truc visible. Voilà. Donc là, on voit bien la différence. Je suis forcément sur une vue iOS parce que mon iPhone, c'est un iOS, et j'ai cet affichage. Et je peux aussi regarder ce qui se passe en paysage. Alors que si je suis en vue maître, j'ai forcément qu'un seul affichage. Et là, c'est à moi de gérer la taille de l'écran telle que je voudrais voir et de faire des tests en bougeant la fenêtre à l'écran. Donc attention, si vous utilisez ça, vous vous retrouvez dans les sources des programmes avec deux .fmx qui sont embarqués.
Donc le principal qui contient tous les composants, et la description de la fiche pour la plateforme qu'on a choisie. Donc là, en l'occurrence, c'était du iPhone 3,5. Alors, il s'appelle iPhone dans la configuration, et c'est de l'iOS. Et donc, on se retrouve avec deux configurations. Si j'en rajoute, là, je vais prendre Motorola Moto, j'ai une montre dans mon concepteur de fiches, et au niveau du source, j'ai un Moto 360 pour Android. Alors attention, évidemment, ça, c'est pas recommandé de l'utiliser disons en permanence, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, on affiche la vue maître. Si un périphérique a une taille correspondant à l'une des fiches qu'on a prédéfinies, il va l'afficher, sinon il prendra la vue maître. Donc n'utilisez la configuration par taille que pour les appareils dont vous êtes sûr qu'ils seront utilisés. Je reformule. Par exemple, vous ciblez un iPhone 10 parce que votre client ou vos utilisateurs ont un iPhone 10 ou un Galaxy S9 par exemple. Donc là, vous pouvez vous permettre de faire la configuration par rapport à cette taille-là dans cette partie-là. Ou alors, à ce moment-là, faites-le directement dans la vue maître, au moins vous serez tranquille. Par contre, le jour où vous changez de périphérique dans l'entreprise, bah, forcément, les écrans que vous aurez définis pour une résolution de Galaxy S9, attention, c'est une largeur et une hauteur d'écran, hein, c'est pas physiquement un Galaxy S9, bah, si vous avez prévu tous vos écrans par rapport à cette taille-là, il faudra que vous retravailliez dessus. Donc, essayez au maximum de prévoir vos écrans en vue maître, d'utiliser les systèmes d'ajustement, de layout et autres prévus par FireMonkey, et en cas d'exception, ou pour avoir un résultat au pixel près, à ce moment-là, vous changez et vous choisissez de paramétrer pour une taille autre. Donc voilà, là, ce sont les deux outils qui vous permettent dans le concepteur de fiches de voir et de créer pour les différentes plateformes que vous allez utiliser ou que vous avez vous en production ou que vous ciblez. Que je retrouve mon écran, voilà. L'autre chose qu'on peut avoir aussi pour voir ce qu'on fait, en fait, sans avoir forcément les périphériques, c'est l'aperçu multipériphérique. Donc c'est une fonctionnalité qui se gère au niveau de l'EDI et qui nous permet d'afficher pour un certain nombre d'écrans, alors les mêmes que ceux qu'on vient de voir dans la vue maître et les autres, de prévisualiser l'écran tel qu'il afficherait. Alors je vais vous le montrer. Hop, voilà. Donc l'aperçu multipériphérique, par défaut, il se trouve ici. Alors évidemment c'est un peu petit, on peut sortir la vue sur un deuxième écran si on veut, enfin si on en a un surtout, et l'afficher, alors il faut juste que j'agrandisse un peu, voilà. Donc là on n'a pas une exécution des composants, hein, c'est juste un affichage, mais vous avez le style du système qui s'applique. Donc là par exemple sur un iPhone 4 pouces, ça apparaîtrait comme ça, donc avec le bouton bleu sur fond classique. Sur un Android 4 pouces, on aurait un vrai bouton avec la barre de saisie, enfin le edit qu'on ne voit pas, mais parce qu'il est petit, et ainsi de suite. Et là, vous voyez que sur mon iPhone 3.5, j'ai quand même mon bouton, mon champ de saisie qui est en dessous du bouton comme je l'ai défini là. Puisque au niveau du concepteur, ça n'a pas changé, je l'ai toujours. Et si je bouge mon label, il a bougé dans l'aperçu ici. Donc là, c'est juste un redessin des composants tels qu'ils apparaîtraient dans la résolution d'écran par rapport au système d'exploitation qui est défini. Et vous voyez la petite case, enfin la coche au-dessus des résolutions qui sont spécifiées à ce niveau-là. Donc j'ai un iPhone 3.5, j'ai le Moto 360, donc au niveau de l'aperçu multipériphérique, pardon, j'ai bien les deux. Et là, si je me repositionne dessus, je repasse en portrait, et l'aperçu repasse en portrait aussi. Donc c'est assez pratique, ça permet de définir, enfin de voir ce qu'on fait, et on peut évidemment choisir des écrans de tailles différentes. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans les options de l'environnement pour rajouter vos propres écrans. Alors le masque, c'est une image, hein, le dessin de l'iPhone derrière. C'est juste une image qui est fournie par Apple dans les kits de visuels liés à chaque périphérique. Et pareil pour Android, hein. Et donc, pour définir vos propres tailles, vous allez dans les options d'environnement, interface utilisateur, concepteur de fiches,
et aperçu instantané non, pardon, gestionnaire de périphériques. Et là, vous avez ceux qui sont prédéfinis. Alors, Embarcadero a annoncé qu'ils en fourniraient d'autres prochainement via Getit. Vous pouvez rajouter les vôtres comme vous voulez ici, en cliquant sur Ajout. Vous choisissez une plateforme. Alors, je vais faire un iOS par exemple, un facteur de forme de type automobile. J'active une orientation et on rajoute la taille des différents écrans en largeur et en hauteur et les masques. Et donc grâce à ça, on peut avoir nos propres écrans, nos propres périphériques s'il y a besoin. On peut évidemment faire des captures d'écran si on veut derrière, pour s'en servir en démonstration. Alors, je replace ça à sa place. Voilà. Donc grâce à ça, vous pouvez voir sur des appareils que vous n'avez pas forcément, quelle tête auront vos écrans. Du coup, vous pouvez travailler en développement sans avoir 50 appareils branchés sur votre ordinateur juste pour visualiser les choses. Et c'est assez pratique. Et la troisième fonctionnalité qui nous permet de voir ce qu'on fait, c'est en live. Donc, suivant les versions, ça s'appelle Live Preview, Live Express ou Fire UI. Il y a eu plusieurs niveaux de version. On retrouve une application pour ça dans les stores d'Apple et d'Android. Et on a aussi les sources à ce niveau-là dans l'environnement. Alors, on est sur ces Program Files. Embarcadero ici, on a Studio 20, enfin la version de Delphi en fait, hein, que vous utilisez. Normalement c'est dans Source, et là vous avez Tools. Et on retrouve donc là en l'occurrence Fire UI App Preview qui s'appelle Live Preview actuellement sur Google Play. Et ce programme-là est en fait une application qui s'interface avec l'EDI en Aftezring, et elle prend une copie de l'image en fait qu'on est en train de concevoir dans le concepteur de fiches. Alors, je vais vous montrer avec mon téléphone Android, juste le temps de se connecter dessus. Reflector, hop. Voilà. Alors, partage d'écran côté téléphone. Allons-y. Je vois mon appareil et normalement, vous devriez avoir mon écran qui apparaît si ça passe. Et évidemment, il fallait que ça ne passe pas. Le classique. Alors, oui, on est bien sans fil. Alors, bien entendu, ça marchait 2 minutes avant qu'on démarre le webinar. Hein, c'est un classique qui me fait le coup à chaque fois. Alors, est-ce que je l'ai sur l'autre? Ici, non. Live Express, Live Preview. Je n'ai pas l'appli sur l'autre téléphone. Pourtant. Ah, ça y est. Alors, reconnexion. Non plus. Bon, bah tant pis. Il veut pas. Ça va être l'occasion de le faire avec l'application officielle. Et lui. C'est marrant, comme c'est toujours sur ce genre de truc que ça plante. Alors, ça non, ça. Partage d'écran, il est où? Paramètres. C'est marrant, je trouve pas l'autre non plus. Bon. Ah, ça y est. Alors, hop.
Un groupe, non. Non, dupliquer l'appareil. Oui, hurrah. Bon, non, au moins, on a le deuxième téléphone. Alors, merci de ne pas m'envoyer de SMS pendant que je fais l'opération. Alors, on va aller récupérer l'application sur le Play Store, puisque sur celui-ci, elle n'était pas installée. Live Preview FMX. En espérant qu'elle y soit toujours, sinon bah, je vais la compiler. Ce sera un peu long, mais au moins. Non. D'accord, donc elle a sauté du Play Store, c'est pas grave, on va se la faire à la main. Alors, projet ici. J'ai dit dans C, Programme Files, Embarcadero. Source ici, tools là, ça et ça. Alors pourquoi ils nous fournissent les sources? Profitons-en, hein. C'est simplement parce qu'en fait cette application-là va exécuter les composants sur le périphérique sur lequel elle se lance. Et qui dit exécution des composants dit forcément de les avoir en mémoire. Donc on a les sources pour pouvoir ajouter nos propres unités ou les composants tiers. Par exemple, si je voulais utiliser les composants TMS, je pourrais avoir juste besoin de rajouter les unités de TMS dedans. Alors ici, voilà. Ici, j'ai juste à lister ce dont j'ai besoin et en fait l'application se lancera avec. Et par conséquent, bah, je pourrais afficher les composants. Alors, on veut le faire, faisons-le un coup sur Windows, comme ça au moins ça nous en fera un qui passe. Oui, ça on s'en fiche. Oui. Ok, bon, évidemment, comme c'est sur C, il refuse de recréer une arborescence dessus, donc je vais le copier ailleurs. Ici. Il l'a pas pris. En arrière. Donc, copier. Et je colle. Voilà. Ici, ouvrir. Donc, on est dans projet. Voilà. Et donc, sous Windows, ça devrait se lancer tout de suite, cette fois-ci. Ok. Donc là, ça fonctionne en serveur, c'est normal. Et je vais lancer aussi sous Android, comme ça on va pouvoir le voir sur le téléphone. Alors du coup, c'est plus le Rainbow 4G, c'est l'autre, qui n'est pas connecté. Là. Donc normalement, Windows repère mon téléphone. Il est repéré par Delphi, je peux exécuter l'application dessus. Petite erreur de ma part, j'aurais dû le prévoir. Est-ce que lui arrive à nouveau à se connecter?
Non. Ok. Donc, juste sur le principe, revenons-en sur le slide. Donc l'application Live Preview, elle ne se contente pas d'afficher, contrairement à l'aperçu multipériphérique. Elle crée les composants à l'écran et elle les exécute. Par contre, elle n'exécute pas le code qui est associé aux événements des composants. Donc si on a un on-click, il ne sera pas exécuté quand on clique dessus. Alors, sur le principe, donc là c'est la version que j'ai lancée sous Windows. Hein. Donc sur le principe, on a la liste des appareils qui fonctionnent sous Delphi qui sont déclarés, enfin qui sont disponibles au niveau du réseau local. Et si j'en choisis un, que je me connecte, il va se connecter à l'EDI correspondant. Et normalement, je me retrouve avec une fenêtre qui correspond à ce qu'on a dans l'EDI. Ce sera peut-être plus pratique de vous le montrer comme ça. Pendant ce temps-là, Android déploie. Et je vais peut-être pouvoir vous montrer les deux à la fois. Alors, cachons l'EDI. Ça aussi, voilà. Donc, à gauche, la fenêtre de FireUI dans Windows. À droite, celle d'Android. Je scanne le réseau. Normalement, il devrait repérer l'EDI de mon ordinateur. Voilà. Et je m'y connecte. Et j'ai la même chose des deux côtés. Donc là, si je retourne dans le concepteur de fiches, je vais fermer ce projet-là. Et je reviens sur le précédent. Voilà, ici. Et normalement, l'affichage a changé. Alors l'affichage a changé côté Windows. Sur le Android, il a l'air de ne pas l'avoir pris en compte. Mais ça va venir. Si je déplace le Edit, il se retrouve déplacé sur la version Windows et l'Android refuse toujours. Donc je vais la reconnecter. Disconnect. Ça peut arriver que ça déconne un peu. En général, quand on fait des présentations. Bon, il n'en veut pas. La connexion à la dure, c'est plus rapide. Alors, on a dit live preview, il est là. Scan du réseau. Connexion. Voilà, donc j'ai mes deux trucs. Si je redéplace le bouton, vous voyez qu'il est bien reparti au bon endroit sur la version Windows et sur l'Android aussi. Donc grâce à ça, on peut mettre on peut avoir plusieurs appareils sur le réseau local qui servent d'appareils de test. Il faut juste lancer l'application sur chaque et les connecter au bon environnement. Pour éviter que n'importe qui ayant un appareil sur le même réseau se connecte à n'importe quel développeur, on peut aussi mettre un mot de passe, donc ça se trouve dans les options de l'environnement. Au niveau du concepteur de fiches, dans l'interface utilisateur. Alors, je disais donc interface utilisateur, concepteur de fiches, et là c'est l'aperçu instantané FireUI. Donc là, apparemment mon téléphone sous Android est connecté en 2 exemplaires, et on a la possibilité de mettre un mot de passe ici. Donc lorsqu'un périphérique scanne le réseau pour pouvoir se connecter à l'EDI, il demandera le mot de passe si vous voulez vous connecter dessus. Et ça permet d'éviter que n'importe qui travaille dessus. Donc là par contre, c'est pas juste un affichage, c'est vraiment l'exécution des composants. Alors je vais vous montrer quelle est la différence. Je vais rajouter une animation au niveau du bouton. Oui, on va la rajouter au niveau du bouton texte. Sur la rotation, c'est plus visible. R. Rotation, rotation, rotation. Rotate angle, ici.
Donc je rajoute un composant tfloat animation sur l'angle. Je vais le mettre en boucle et en auto-reverse. Voilà. Ça c'est bon. Le début c'est 0, la fin c'est 360, enfin 359 si on veut faire les choses proprement. Ici, c'est parce que je la saisisse. Voilà. Ici. Donc évidemment, dans le concepteur de fiche, il ne se passe rien. Par contre, dans l'aperçu, il l'exécute. Parce qu'en fait, il a créé le tfloat animation avec les propriétés qui ont été définies au niveau de l'inspecteur d'objets. Et comme les propriétés, j'ai activé le composant, bah forcément, l'activation active l'animation. Là, j'ai désactivé, je le réactive. Il se remet à tourner. Donc ça n'exécute pas le code derrière les événements, par contre ça exécute tout ce qui correspond aux propriétés. Du coup, si j'affiche dans mon écran une table de base de données, bah, elle s'affichera aussi sur les différents appareils, à condition évidemment que la connexion se fasse par rapport au réseau et pas en local sur la machine, parce que forcément, si je suis en local sur la machine, le DI y accède, mais par contre les appareils qui seraient à l'extérieur n'y accéderont pas. Il ne partagera pas l'affichage des données, c'est vraiment l'exécution du composant avec ses propriétés. Et ce qui se passe, c'est tout simplement que via la teasering et la connexion automatique en réseau, le DI transfère ça, le DFM. Donc l'intégralité du fichier de ressources correspondant à la fiche. Et chaque modification là-dedans se répercute directement sur les différents appareils. Alors ça peut servir pour nous travailler quand on a plusieurs appareils, éviter de recompiler l'application à chaque fois qu'on veut faire un truc sur Android ou sur iOS qui sont assez lents en termes de compilation et de déploiement. Comme ça on conçoit nos écrans sur l'EDI en normal, et éventuellement on choisit une résolution si on a absolument besoin de chercher une résolution spécifique. Et en fait, on peut voir en temps réel sur les autres appareils autour de nous comment ça s'affiche. Et éventuellement se servir de l'appareil en question. Alors là, je vais repartir sur l'Android pour changer la rotation si on n'a pas désactivé dans les propriétés, ce qui est mon cas. Rotation, 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 elle se trouve où? Rotation auto. Voilà. Donc là, mon appareil, il est en portrait, hein, côté, je reviens dessus. Côté environnement, il est en portrait, mais parce qu'on n'a pas dans le concepteur de fiches le choix entre portrait et paysage. Par contre, si je change l'orientation au niveau de mon appareil, bah lui, il réexécute les composants en ayant changé la résolution. Et donc l'orientation. Voilà. Donc c'est assez pratique comme fonctionnalité, quand on n'a pas envie de compiler un truc juste parce qu'on a changé l'emplacement de composants. Je reviens dessus. Donc je disais, ça c'était bon. Oui, donc ça c'était OK. Donc là, c'était ce que je voulais vous montrer par rapport au concepteur. Et petit exemple tout simple par rapport à Getit. Alors, fichier fermé. Donc depuis la version 10.2.3, Embarcadero fournit sur Getit des exemples d'écran pour FireMonkey. Je vais revenir dessus, voilà. Et ces exemples-là se trouvent dans les samples projects. Alors je trouve un livre de blagues de Toto à raconter à chaque fois que ça ralentit. Donc, Tu as un coup de main, Patrick, sinon je peux, bah, si tu peux pédaler plus vite pour que ma connexion internet daille fonctionner, ça m'arrangera. Mais je suis pas sûr que tu y puisses grand-chose sur ce coup-là. Ça y est, donc les sample projects. Ou pas. Bon, c'est là où on voit que les serveurs d'Embarcadero ne sont toujours pas accélérés. Donc là, on a un certain nombre d'exemples disponibles pour toutes les versions hein, de Delphi, Embarcadero, enfin Delphi RStudio et C++ Builder, notamment ces trucs-là, qui sont juste des écrans de connexion en fait. Donc il y a la version DX ou CX pour C++.
Donc là, je les ai installés, hein, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va prendre par exemple le login screen. Donc si vous voulez les essayer, vous cliquez dessus et il vous propose l'installation ou la désinstallation quand il l'est déjà. Et ça se rajoute au niveau des exemples, ici. J'ai cliqué, non. Hop. Donc au niveau des exemples, dans Object Pascal, j'ai login screen, et je vais prendre l'un d'entre eux, donc je vais prendre les frames. Voilà, celui-ci par exemple. Ignorer. C'est pas le bon. Je vais juste ouvrir la fiche, mais je vais ouvrir le projet complet, ce sera plus sûr. Donc ça, tu peux refermer. Je disais donc exemple. Objet de Pascal, login screen. Je prends le projet complet. Voilà. Vous remarquerez que côté périphérique, alors sur le Windows, il continue, sur l'Android, il m'a rendu la main. Android qui est ici, il a changé la couleur de l'écran. Parce qu'en fait, l'affiche par défaut, celle-ci, elle a un style d'affichage qui est dessus. Je vais aller sur la frame. Comme ça, mon périphérique va la voir. Parce qu'évidemment, comme c'est une recréation de composants, s'il ne les connaît pas côté périphérique, il ne peut pas les voir. Du coup, ma fiche affichant une frame, si j'ai pas la frame à l'écran, ben, il ne peut rien en faire. Donc, je vais refermer la fenêtre. Voilà. Donc, à l'écran, j'ai une fiche qui est en l'occurrence une frame pour l'unité, et sur mon Android, l'Android, pardon, il est ici, il est planté. Alors, je reviens dessus. Allez. Donc, je me reconnecte sur mon appareil. Non, pas, il est planté aussi. Donc sur le téléphone, on devrait voir ce que j'ai à l'écran. Et ça ne passe pas. Donc je vous conseille d'essayer chez vous, d'aller sur Getit, de télécharger les différents types d'écrans pour pouvoir voir ce que ça donne sur vos appareils. C'est très instructif en termes d'affichage. Alors évidemment, donc ça c'est bon. Non, c'est bizarre ça. Ah. On scanne. Bon, bah, il n'a pas l'air de vouloir me l'afficher correctement. Donc je vais juste faire un changement sur l'écran pour le forcer à renvoyer tout le DFM. Et il n'a pas l'air de vouloir. Donc ça, je change en texte. Créer. Ok. Et le transfert n'a pas l'air de se faire. Bon, si je viens sur celui-ci,
Ok, donc là il a bien récupéré mon bouton, donc il va arriver à faire quelque chose avec la frame. Hmm, ok, bon bah il veut pas sur les frames. Mauvais exemple, tant pis. Donc là vous avez vu de toute façon comment ça fonctionne, quand ça passe. Bon, en général ça marche mieux, mais bon, c'est le classique. Euh, hop, et donc, bah, en fait, grâce aux outils de l'EDI lui-même, donc le changement de style pour voir en temps réel à quoi ça correspond, qu'on peut voir aussi là-dessus, hein, évidemment, ou le changement de résolution, si on veut fixer, enfin choisir une taille d'écran en particulier, l'aperçu multipériphérique ici, ou le live preview, on a tous les outils en fait dans Delphi pour travailler correctement en multiplateforme. Et enfin, travailler et surtout visualiser ce qu'on fait, même si on n'a pas les périphériques sous les yeux, pour travailler dans le train ou ailleurs, ou faire une présentation à quelqu'un pour lui montrer à quoi ça ressemblerait sur son appareil s'il l'a pas sous la main ou s'il ne peut pas le connecter. Et évidemment, ces outils-là fonctionnent pour les deux logiciels de développement, le Delphi et C++ Builder. Voilà, donc là c'est un rappel pour le blog et les événements dont Maxime a reparlé, et je vous écoute pour les questions. Si, juste un petit truc quand même, le temps de retrouver Maxime. Non, je suis Donc, là, Patrick, il n'y a pas de oui, problème. c'est bon. J'attendais Alors de vas-y. voir des questions, mais j'ai répondu déjà à certaines, en fait. D'accord. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, hein, il y a, donc Patrick et moi-même, en fait, tant qu'on est disponible. Sinon, de toute façon, le prochain, donc c'est bien le 28 mai, et je parlerai des layouts et des enfin, et des agencements de composants, en utilisant notamment les exemples qui sont fournis sur Gatit, puisque ce sont de très bonnes démos d'enchaînement de layout pour pouvoir arriver à quelque chose de correct en termes d'interface utilisateur. Donc a priori pas de questions particulières. Du coup Maxime, tu voulais reparler des événements? Donc, juste un petit mot concernant les événements et le meet-up à Lille, parce que c'est vrai qu'on commence à être nombreux et puis c'est intéressant de voir l'engouement et l'enthousiasme qu'il y a autour de cet événement et d'ailleurs de tous les meet-up un petit peu partout en France. Alors ce sera à partir de 19 heures, hein, donc le 25 au soir, on sera présent avec Patrick toute la soirée. Et puis, alors ce qui est important aussi à Lyon à partir du 14 mai, euh, si tu peux revenir sur la page, Patrick, par hasard ou... Merci. Et en fait, donc à partir du 14 mai à Lyon, on aura toute la journée. Alors il y aura Patrick qui sera là pour présenter les nouveautés toute la matinée de la 10.3.1. Euh, dans l'après-midi, nous aurons, comme j'ai dit tout à l'heure, une présentation de l'école euh, Simplon. On aura également la participation de VP Delphi de Stéphane Van der Klok qui a programmé et présenté aussi l'application KissKiss, une application de rencontre en fait. Et bon, il y a pas mal de choses. Il a développé des composants aussi, donc il sera là pour en parler, pour voir comment on peut éventuellement s'en servir dans d'autres cas de figure. Et puis Patrick qui est très sollicité et c'est pas un choix par défaut, c'est vraiment un choix de qualité. Euh, et donc justement, on parlait du multiplateforme en fin d'après-midi parce qu'on a pas mal de questions là-dessus, on a de plus en plus de demandes, et puis donc voilà, là c'est pour rappeler, Patrick, c'est vrai que c'est plus destiné à des nouveaux utilisateurs, hein, on est d'accord sur la Bah, présentation. en tout cas des utilisateurs de Delphi ou qui ne le connaissent pas du tout et qui auront envie de faire une petite application Voilà, rapidement, ouais. puisqu'en une heure je présenterai comment faire un carnet d'adresses, une gestion de contact. Sachant qu'à Lille, jeudi, on aura une heure à 2 heures pour faire une petite application en format proof of concept. Donc pour aider en fait, enfin ces deux présentations sont un petit peu dans l'optique de on a des idées, on a envie de faire des choses, on ne sait pas trop comment on les fait, on peut utiliser la Delphi Community Edition qui est gratuite et
à utilisation commerciale limitée, ou une version évidemment professionnelle, entreprise ou architecte, pour faire une application mobile, la montrer à d'autres personnes, la faire évoluer rapidement sur des startups week-end ou en entreprise évidemment, ou en présentation. Donc c'est pour montrer à quelle vitesse on peut arriver à faire des choses sympas directement avec Delphi. Et donc pour rappeler également qu'à Marseille ou Aix-en-Provence, on va voir dans quelle ville on choisit encore. On est resté sur Aix-en-Provence. Même configuration en fait, à peu près même programme qu'à Lyon, sauf qu'on aura la chance d'avoir donc Paul Tot qui en début d'après-midi pour présentation d'une application. Et puis bon ben voilà, il sera là pour répondre à pas mal de choses en chair et en os. On le voit assez actif sur des réseaux, en fait, sur certaines communautés depuis pas mal d'années, puis avec notamment après son livre sur Delphi 7. Et puis voilà, donc il sera là en chair et en os, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On sera là pour vous accueillir sur toute une journée. D'ailleurs, je vais reparler rapidement d'inscription parce que je sais qu'il y a des inscrits qui nous écoutent en ce moment. L'inscription pour Lille, je ferai passer un email pour la restauration parce qu'on on fait un repas justement à partir de 19h à Lille. Donc, j'ai communiqué là-dessus. Donc, pour l'instant, on est une trentaine et puis donc voilà. On espère vous voir même encore plus nombreux. Et tu voulais rajouter quelque chose, Patrick, éventuellement? Oui, pour Lille, je voulais retrouver le chemin d'accès pour arriver sur le bon Meetup. En gros, si vous n'êtes pas inscrit sur Meetup et que vous n'avez plus le lien depuis la plateforme, il faut simplement chercher Delphi sur meetup.com et vous aurez les différents groupes liés à Delphi dans vos régions, donc les plus proches de chez vous, puisque la plateforme affiche par proximité. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en organiser d'autres, à contacter Maxime ou moi éventuellement, si vous voulez que je passe vous voir. On sera ravis de vous aider. Oui, sans problème. Et alors voilà, avant ce petit tour de France qui, en fait, ça concerne le premier semestre, mais on sera présent dans d'autres villes et certainement à Paris d'ailleurs pour des futures versions au second semestre. Avec Patrick également, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Mais, donc voilà, en attendant, je te remercie Patrick pour ta disponibilité et puis c'était encore une fois très intéressant. J'ai eu des félicitations, comme quoi il est très instructif. Je lis le message que je viens de recevoir, il est plus instructif, il est tellement plus instructif de voir une présentation avec des bugs qu'une vidéo bien montée et bien lissée. Alors à ça, je dirais oui, mais je rajouterais, ça permet surtout de voir si le présentateur arrive à se dépatouiller en cas de problème. Mais bon, faut s'entraîner pour meubler, je crois, des fois. Ça fait ouais, partie non, c'était très bien, il y a pas de souci. Et puis voilà, donc je vous remercie à tous encore une fois. On va clôturer et on est de plus en plus ponctuel au niveau de l'horaire. On va finir exactement à 15h, donc Ouais. ça fait vraiment un travail d'orfèvre, c'est parfait. Merci Patrick, merci à tout le monde. Et puis je vous dis à tous ceux qui sont inscrits encore aux événements, je vous dis à très bientôt. Et puis une bonne fin de journée à tous. Ouais, au revoir. Au revoir.